déjà, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé là-haut, à l'entrée. C'est le dernier numéro de la lettre pro de la radio. Donc voilà, profitez-en parce qu'il est gratuit. C'est un numéro avec une ossature, ou plutôt devrais-je dire une musculature un peu hors norme, puisqu'on doit être sur 74, c'est pas possible, mais 76 pages. Donc voilà, vous le retrouvez là-bas. C'est un tour d'horizon de l'actualité avec un gros focus sur les difficultés de recrutement au sein des radios et dans le monde de l'audio digital, avec aussi un angle assez intéressant de 9 étudiants qui sont dans 3 établissements en France, dont l'ESJ Pro à Montpellier, qui partagent leur vision de l'avenir sur donc le métier de journaliste à la radio. Voilà, c'est pas un numéro collector, mais en tous les cas, c'est un numéro qui paraît donc pour le salon de la radio, le Paris Radio Show, 1000 excuses, et que vous pouvez vous procurer là-haut gratuitement. Vous demandez à l'accueil, ça vous fera un peu de lecture si toutefois vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans ce secteur. Pardonnez-moi. Il y a une multitude de choses à suivre aujourd'hui, mardi, et demain, mercredi. Puis vous savez que ces 2 journées de cet événement sont ponctuées par des remises de prix. Ce matin, d'ailleurs, il y a eu une remise de prix. Je ne sais pas si vous étiez là, mais en tous les cas, il y a une remise de prix qui était très simple. Et c'est souvent les remises de prix qui sont relativement simples, qui produisent un effet particulier. Hervé Gaucho était vraiment dans l'émotion ce matin. Et voilà, on ne va pas y revenir, mais en tous les cas, c'est un peu notre marque de fabrique, nous, au sein de cette équipe, de remettre des prix simplement et de façon amicale. Et on va remettre un prix d'honneur à une personne qui a considérablement fait bouger les lignes. C'est un professionnel accompli, c'est un professionnel belge, un amoureux inconditionnel de la radio et de l'audio digital, avec un parcours qui témoigne forcément d'un engagement et d'un travail marqué par la pugnacité, la combativité. Et les gens qui vont de l'avant, qui sont dans l'action, qui sont dans le mouvement, qui sont aussi dans les belles choses, avec des raisonnements qui sont sains. Voilà. Et donc, nous, on veut récompenser ces personnes-là. Et on va récompenser Francis Goffin. Et avant de récompenser Francis Goffin, c'est Fred Gérant qui s'occupe de l'audio à la RTBF qui va venir ici pour dire quelques mots, et ensuite on attribuera ce prix d'honneur avec beaucoup de plaisir à Francis Goffin. Donc Fred Gérant d'abord. Oui. Francis, je t'invite à me rejoindre sur scène. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, dans une toute autre organisation que vit la RTBF depuis 2018, en fait, j'ai repris la succession de Francis. Voilà, je n'ai pas son titre qu'il avait de directeur général, mais pour autant, c'est moi qui ai la responsabilité de la stratégie de l'audio. Et donc, ça me semblait assez normal de témoigner voilà, mon admiration. Voilà. J'ai quelques mots donc pour toi. Je ne serai pas long, je ne vous prendrai pas trop de temps, parce que j'imagine que tu as quelque chose aussi à partager avec les gens qui sont là aujourd'hui. Et alors moi, je ne suis pas le roi de l'improvisation, donc j'ai écrit un petit truc. Alors, cher Francis, c'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je prends la parole pour te rendre hommage. Toi qui es une figure marquante et inspirante de la radio en Belgique, et comme l'a dit Frédéric, même bien au-delà des frontières belges. En tant qu'actuel responsable de l'audio à la RTBF, je mesure chaque jour un peu plus l'empreinte indélébile que tu as laissée au cours de ton impressionnant parcours. Tout au long de ta carrière, et notamment durant les années en tant que directeur général des radios de la RTBF, tu as fait preuve d'un engagement indéfectible envers notre média de prédilection. Ton professionnalisme, ta rigueur, ta ténacité à la limite de l'obsession, mais aussi ta passion contagieuse ont permis de hisser les radios de la RTBF à un niveau d'excellence reconnu par beaucoup. Ton action ne s'est pas limitée à nos frontières, comme je le disais. Partout en Europe et dans la francophonie, tu as été écouté et tu es grandement respecté. Tu as su tisser des liens forts, porteurs de projets ambitieux et rassembleurs. Ton esprit visionnaire, toujours en éveil sur les évolutions de notre métier et les attentes de nos publics, a ouvert la voie à de nombreuses innovations dont nous récoltons aujourd'hui encore les fruits. Quoi qu'en diront certains ou certaines, tu es aussi un grand humaniste, attentif à chacun, toujours disponible malgré
cet agenda qui était surchargé, qu'il l'est un peu moins aujourd'hui. Ta bienveillance, ton leadership, ton écoute, tes conseils avisés et même ton humour ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de travailler à tes côtés. Tu es un manager exigeant, mais tellement inspirant. Tu as su révéler des talents, remettre sur des rails des hommes et des femmes qui avaient perdu leur boussole et fédérer les énergies au service d'un média radio sans cesse réinventé. J'ai bientôt terminé. Aujourd'hui, Francis, je tenais à te dire avec beaucoup de gratitude et d'admiration, merci. Merci d'abord d'avoir cru en moi, c'est aussi personnel. Merci pour ton écoute et ton soutien, particulièrement dans les moments difficiles que j'ai vécus. Merci pour toutes ces années de partage. Et ce n'est pas fini, j'ai encore la chance de pouvoir te consulter régulièrement. Merci pour ta générosité, pour ta force de conviction, pour la plus haute idée de la radio de service public que tu as incarnée et transmise. Donc, voilà, de la part des équipes radio, ex-radio, voilà, parce que les choses sont un peu hybridées maintenant, merci de nous avoir montré le chemin. Nous essaierons en tout cas de poursuivre ta route avec passion et détermination pour faire vivre toujours plus fort ce beau média qui est le nôtre. Cher Francis, bravo pour ta carrière et merci pour tout. Alors, c'est un prix provisoire que tu as parce que ce matin, nous avons nos trophées, magnifiques trophées avec des micro-chours que tu vas avoir, qui ne sont pas arrivés. Woodbrass nous a planté, donc ça veut dire qu'on va te l'envoyer, bien entendu. Donc là, ce sont des petites, choses corésiennes que tu vas apprécier, je suis sûr. Et le micro, tu auras le temps de l'apprécier et tu pourras le mettre chez toi tranquillement dans le Lot, puisque je sais qu'on est voisins. Et puis un petit récepteur DAB avec un petit logo du Paris Radio Show, Technisat, qui nous a fait le plaisir de faire des petites impressions dessus. Merci et félicitations pour toute ta carrière et puis de toutes les choses que tu vas faire maintenant, parce que tu vas faire plein de choses. Bon, mais merci beaucoup. Merci Fred, merci Philippe. Quand on reçoit un prix pareil, on voit un peu défiler toute sa vie radiophonique. Hein. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 45 ans de radio. Tu as parlé beaucoup de la RTBF, mais j'étais dans le privé auparavant. Voilà, on voit un peu défiler tout ça. Il y a eu beaucoup de succès, il y a eu aussi des échecs dans ces 45 ans de radio. Je dirais que les échecs, c'était les miens et que les succès, c'était ceux des équipes. Voilà, il y en a quelques-uns ici et je sais ce que je vous dois, ce que les radios pour lesquelles vous avez travaillé vous doivent. Et je dirais que je dédie ce prix à ces équipes, ces hommes et ces femmes de talent qui m'ont accompagné. Et je tiens donc à remercier tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont inspiré, tous ceux qui m'ont aidé au cours de ces 45 ans de radio. Et puis je voudrais quand même aussi remercier le Paris Radio Show, pas seulement parce que vous me remettez ce prix, mais je pense, et c'est important à le dire, que des événements de ce type sont très importants. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde francophone. J'ai souvent jalousé en allant un peu partout en Europe, la richesse et la diversité des événements qui se passent dans le monde anglo-saxon, même en Scandinavie. Nous, du côté francophone, on est assez pauvres. Et heureusement que vous avez cet événement. Et je dirais que vous mériteriez aussi un prix, parce qu'une de vos grandes qualités, c'est que vous mettez ensemble des radios de tout horizon, et que vous donnez prioritairement la voix, la parole aux gens de radio. Et ça, c'est à mes yeux très important, parce que ce que j'observe depuis que je roule ma bosse au niveau international depuis des années, c'est qu'il y a une tendance que je regrette vraiment, c'est que de plus en plus dans les événements, on donne la parole à des gens des techs qui prétendent être les alliés de la radio, alors qu'en fait, ils sont là pour mieux nous avaler. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui me dérange, et je trouve que là, vous n'allez pas dans ce travers, et que c'est vraiment formidable le travail que vous faites. Voilà, merci. J'ai préparé autre chose, si je peux. Parce que je voulais profiter que je suis là. Tu as dit... passer de l'autre côté. Vas-y, passe, mets-toi sur le micro, ça doit marcher. Ouais. Ça marche? Voilà. Vas-y. Non, ça marche pas. Allô? Oui, ouais. Si, c'est bon. Bon, j'ai essayé de ne pas faire comme Bérou.
l'Assemblée nationale il y a 15 jours et de mélanger mes papiers. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Bon, voilà. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire sur mes 45 ans de radio, mais je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne me connaissent pas. Je voudrais plutôt profiter du fait que vous me donnez la parole et que j'ai un esprit parfois un petit peu comme ça, comme tu as souligné, Fred, qui titille un peu notre secteur. Je voudrais plutôt profiter de la tribune qui m'est donnée pour à la fois lancer une alerte et un appel à partir d'une expérience que j'ai vécue tout récemment. J'étais en décembre dernier en Californie où j'ai effectué un voyage. Je ne m'étais plus rendu en Californie depuis le Covid. Et en arrivant à San Francisco, j'ai été tout de suite frappé par l'omniprésence de très beaux SUV blancs, électriques, des Jaguars électriques, avec des équipements un peu particuliers sur le toit notamment. Ça m'a fait penser un peu à nos sulfateuses APV ou à des Google Street Cars. Quelqu'un a une idée de ce que c'est? Ouais, voilà. Un indice pour ceux qui n'ont pas saisi, à y regarder de plus près, il n'y avait personne qui conduisait ces voitures. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des robotaxis, comme ça qu'on les appelle, circuler dans la vraie vie, en ville. Et, curieux, une de mes caractéristiques, je me suis dit, je vais essayer. Et donc, j'ai réservé un taxi Waymo, c'est la société Waymo qui appartient à Alphabet, la maison mère de Google. Vous allez voir où je vais en venir. J'ai pu en réserver un. Alors, ne cherchez pas dans les applications à réserver un taxi Waymo. L'application n'est disponible que dans les stores US. Et l'application, c'est une app qui ressemble à Uber, un peu plus élaborée. Alors, tout d'abord, à bord, c'est assez décoiffant puisque j'ai vu le volant tourner tout seul dans les rues de San Francisco alors que j'étais à bord. Donc, c'est assez décoiffant tout d'abord. Mais pour parler juste de cela, c'est une des courses les plus agréables que j'ai faites dans ma vie. Ça roule de manière extrêmement souple et fluide, ça s'insère de manière très fluide dans la circulation. C'est assez remarquable. J'étais surpris parce que j'ai rarement avoir ce plaisir, je dirais, d'une course de taxi avec un humain conduisant un taxi. Mais bon, vous me direz, c'est peut-être bien, c'est très impressionnant, mais quel est le point avec la radio? J'y arrive. Puisque en tant qu'homme de radio, j'ai voulu évidemment tester l'univers audio de Waymo. Alors tout d'abord, j'ai eu une bonne surprise. En montant à bord de mon Waymo, j'ai tout de suite entendu de la musique. J'ai regardé rapidement dans l'habitacle et je n'ai pas vu de proposition vidéo à laquelle je m'attendais puisqu'on était dans une voiture autonome. Je me suis dit, chouette, ça c'est bien. Et en fait, de musique, je me suis rapidement rendu compte que c'est une musique d'ambiance qui, par défaut, propose Waymo. Donc, c'est une playlist musicale Waymo d'ambiance. Mais il y a autre chose quand même. Sur l'écran central multifonction touchscreen de ces Jaguars, vous pouvez tapoter. D'abord, ils l'ont transformé parce que vous avez toutes les informations sur la course en temps réel, comme on a sur notre app Uber. Et vous avez aussi, vous voyez défiler les rues de San Francisco avec le trafic en temps réel. C'est assez impressionnant. Mais vous avez aussi l'option musique. Et donc, j'ai tapé sur l'option musique et j'ai découvert une flopée d'une proposition de playlist musicale thématique. Je n'ai pas compté, mais il y en avait un paquet. Et aussi un petit peu de podcast, pas beaucoup. Et en fait, toute cette proposition audio était proposée par iHeartRadio, que vous connaissez probablement, qui est ce grand streamer audio américain qui a visiblement, et je l'ai vérifié après, effectivement un partenariat avec Waymo. J'ai quand même, en tant qu'homme de radio, cherché à écouter la vraie radio. J'ai cherché s'il y avait une possibilité d'écouter en AM, en FM. On est aux États-Unis, donc sur Sirius XM, ou par Internet. Rien, nada, pas de radio. La conclusion, c'est que l'univers audio de Waymo, eh bien, il est totalement verrouillé, il est fermé. On peut quand même
avoir accès à l'écoute de sa propre musique si on se connecte à l'assistant Google via l'application Waymo, et pour autant, évidemment, que le streamer qu'on veut écouter est un partenaire avec Google. Vous avez compris, Waymo, Alphabet, Google, la boucle est bouclée. En revenant en Europe, je me suis dit, ce que j'ai vécu là est une petite expérience comme ça à San Francisco. C'est la même chose à Los Angeles. Est-ce que c'est typiquement californien ou est-ce que c'est les prémices d'une révolution automobile? Donc j'ai fait des recherches pour savoir où on était, ce qu'on appelle ces fameux robotaxis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce secteur en est au stade où plusieurs géants de la tech s'apprêtent à s'affronter sur ce marché au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on a comme géant en place? J'ai cité Alphabet, donc Google avec Waymo, mais il y a aussi, tenez-vous bien, Amazon avec ZOX, qui va commencer à rouler cette année aux États-Unis. Et Tesla, ça vous avez certainement entendu parler, puisque Elon Musk a annoncé, je crois que c'était en octobre dernier, dans sa grande conférence Tesla We Robot, son fameux Cybercap qu'il a annoncé pour 2026. Et puis, bon, il n'y a pas que les États-Unis, je me suis renseigné. Du côté chinois, il y a aussi des robotaxis qui sont déjà en service, ceux d'Alpologo, du géant Baidu. Baidu, vous connaissez sans doute, hein, c'est l'équivalent chinois de Google, donc géant, dont des robotaxis qui sont en service depuis 2022 dans plusieurs villes. Et puis, il y a ceux aussi de grosses start-up puissantes, avec les robotaxis de WeRide et Pony.ai. Et puis, me direz-vous, du côté européen, eh bien, j'ai cru qu'on était complètement en retard. Eh bien, non. J'ai découvert une grosse start-up croate, spécialisée dans les bolides électriques, qui s'appelle Rimac, qui s'apprête à lancer en 2026 son robotaxi, au nom évocateur de Verne, tandis que plusieurs constructeurs, comme Renault notamment, travaillent aussi sur des projets. Conclusion de cette petite étude que j'ai faite, que je tiens d'ailleurs à votre disposition. 3 choses. 1. Après une dizaine d'années d'échecs, d'accidents graves, de renoncements, de reports, de milliards d'investissements, l'immense défi technologique de faire circuler des véhicules sans conducteur dans le trafic est visiblement maintenant maîtrisé, mais par très peu d'opérateurs, notamment quelques grands géants dont je vous ai parlé. 2. La porte d'accès vers les voitures autonomes dont on nous annonce depuis des années, visiblement, ce sont les robotaxis. Ils sont déjà en service, tandis que les voitures autonomes pour les particuliers ne le sont, à ma connaissance, pas encore. Dernier point, chez nous en Europe, ce n'est pas encore possible. La législation routière n'autorise pas encore la circulation, elle oblige au conducteur d'avoir les 2 mains, normalement, sur le volant. Donc pas de voiture sans chauffeur, mais cette législation est en train de changer, et elle pourrait peut-être changer cette année. Et j'en arrive à mon alerte. Imaginez-vous, un instant, les conséquences pour notre métier si l'univers fermé que j'ai pu constater dans les Waymo à San Francisco et à Los Angeles devenait la norme pour tous les robotaxis, ce qui veut dire plus tard les voitures autonomes, peut-être aussi inspirer tous les constructeurs automobiles et que ça soit généralisé pour tous les modèles de voitures. Vous imaginez ce que ça signifierait de danger pour notre dernier bastion d'écoute pour la radio. Et donc je pose une question. Face à ce danger, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons à nouveau rester les bras croisés, dispersés, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, face à la montée en puissance des géants des tech du digital qui sont venus nous concurrencer? Car oui, ayons le courage de voir la réalité en face. Dans notre ère numérique digitale qui est dominée par ces, moi j'ose le dire, des prédateurs géants, notre secteur ne se porte globalement plus très bien. Notre métier, celui de manager radio, il a changé. On est passé de la gestion de la croissance, malheureusement, à la gestion de la décroissance des audiences et des recettes publicitaires prédatées par ces géants. Alors pourquoi ce changement? J'ai une explication. Je pense que depuis une bonne quinzaine d'années, on a été tous ensemble dans notre secteur beaucoup trop occupés par nos concurrences internes
et nous avons laissé entrer les loups dans notre bergerie. Quand je vous parle des loups, je vise évidemment les acteurs extérieurs à notre secteur qui nous ont tout d'abord fascinés avec leurs nouvelles technologies, chaque radio se précipitant vers ces nouveaux acteurs, pensant avoir trouvé mieux que son concurrent le moyen de les utiliser pour distribuer ses contenus. Dans ma vie professionnelle de patron de radio, qu'est-ce que j'ai pesté sur mes propres équipes éditoriales qui faisaient inconsciemment la publicité de ces prédateurs en oubliant de citer à l'antenne nos propres plateformes. Grave erreur. On commence seulement maintenant à prendre conscience de l'impact négatif de ces géants sur notre secteur, avec de ci, de là, enfin, des voix radiophoniques qui se joignent à la mienne depuis 10 ans, pour mettre en garde sur ces dangers de concurrence et de dépendance que représentent les géants des tech pour notre média. Alors vous me direz, mais c'est quand même comme ça pour tout le monde, tous les vieux médias, et c'est inévitable. Eh bien, je dirais oui et non. Regardons comment la presse écrite, qui a commis les mêmes erreurs que nous au début, en mettant tous ses contenus à disposition sur Internet, a su remonter la pente, notamment à coup d'alliances permettant de gagner des procès contre certains géants de la tech et d'influencer la législation en leur faveur. Regardons aussi comment la télévision, certes tardivement, mais récemment, ces dernières années, est arrivée à lobbyer d'une seule voix les décideurs européens pour arriver à une forme de régulation des plateformes de streaming vidéo. Et nous, en audio, en radio, rien, nada, pas un mot dans la dernière mouture de la directive SMA sur la régulation des plateformes de streaming audio, nos plus grands concurrents pourtant. Pourquoi? Là, c'est ma petite explication personnelle. Selon moi, nous souffrons encore beaucoup trop d'un virus que nous a transmis l'AFM, c'est le virus de l'égoïsme, que pendant des décennies, on a, avec ce principe analogique de une fréquence, une radio, et on s'est battu comme des dingues entre nous pour pousser nos émetteurs et pour essayer d'obtenir du régulateur plus de fréquences ou des meilleures fréquences par rapport à nos concurrents. Bref, l'esprit chacun pour soi en oubliant notre collectif. Bon sang, réveillons-nous enfin, la FM sera bientôt morte et le meilleur moyen de survivre dans le monde digital, c'est de s'allier tous face aux menaces extérieures. On est depuis quelques années capable de s'allier sur le numérique hertzien en partageant une même fréquence DAB+ multiplexée. Sur Internet, on partage une même plateforme de streaming audio avec le formidable Radio Player, déjà présent dans 23 pays. Et on est aussi parfois capable de s'allier au niveau national pour promouvoir cette plateforme commune, comme c'est le cas en France avec l'association Ensemble pour le DAB+, ou, comme ça a été cité, en Belgique francophone, ou l'alliance marradio.be qui pilote la migration numérique de tout le secteur en DAB+, sur Internet et sur Radio Player, alliance que j'ai, à mon initiative, a été créée en 2013 et qui permet maintenant à tout le secteur belge d'envisager la fin de la FM à partir de 2030, comme on l'a entendu ici ce matin. Et au niveau international, quand on s'allie et qu'on se coordonne pour lobbyer tous ensemble, public et privé, j'insiste, on est aussi capable d'atteindre des résultats. Regardons. Ça a été le cas avec la nouvelle directive du Code européen des communications électroniques, le fameux IICC de 2018, qui, comme vous le savez, a rendu obligatoire la compatibilité DAB+ de tous les autoradios des voitures. Alors que les premiers drafts de cette nouvelle directive européenne, il n'y avait pas un mot sur la radio. Et on sait combien cette directive a joué un rôle dans la généralisation du DAB+, dans quasi toutes les voitures neuves aujourd'hui. Alors, comment le secteur européen de la radio a-t-il pu atteindre ce formidable, cet historique résultat? Eh bien, simplement, en faisant quoi? En s'alliant et en se coordonnant. À l'époque, j'y ai participé, c'était au travers du World DAB, de l'UER et de l'AER, pour les privés, et entre certains gros broadcasters réunis au sein de l'European Digital Radio Alliance, l'EDRA. L'EDRA, parlons-en. Lorsqu'en 2021, sous ma présidence, nous avons travaillé en prévision de l'arrivée des nouvelles directives européennes DMA et DSA, nous avons pu assez rapidement nous entendre pour obtenir, et nous l'avons obtenu, une forme de régularisation des assistants vocaux. Très bien. Et quand j'ai proposé de réguler également les plateformes de streaming musical, j'ai eu le veto du représentant d'un gros broadcaster, je dirais le nom,
mais certainement pas ici à Paris aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas partie de notre galaxie, il fait plus partie de notre galaxie européenne, invoquant le fait qu'il avait de bons accords avec Spotify. Quand je vous parlais de l'égoïsme qui caractérise encore beaucoup trop souvent notre secteur. Alors, revenons à mon expérience de robotaxi de San Francisco, et je vous rassure, je vais conclure mon intervention. Je la conclue en faisant un appel. Face à l'alerte que j'ai lancée sur le risque d'avoir des systèmes audio fermés à l'avenir, probablement d'abord dans les robotaxis, puis dans les voitures autonomes, peut-être aussi dans toutes les voitures, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, unissons-nous pour faire en sorte que, cette fois-ci, la révision qui va arriver sous la nouvelle législature européenne qui vient de démarrer, du Code européen des communications électroniques, qu'on ne se satisfasse plus de l'obligation de la compatibilité DAB+ des autoradios, mais qu'on rende obligatoire la radio dans toutes les voitures. Et ça, on est capable de le faire tous ensemble. Si on passe enfin de l'archaïque compétition que nous avons héritée de la FM au nouveau paradigme digital, super important, la coopétition. La coopétition, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, la coopération sur la distribution et bien évidemment la compétition sur l'éditorial. Il y va, selon moi, et j'en suis intimement convaincu, je terminerai par là, de l'avenir de tout notre secteur. Voilà.